Bon, bah, c'est pas compliqué. Je m'appelle Serge Riaboukine. Ce qui est compliqué, c'est le nom, mais ce qui est pas compliqué, c'est de vous dire mon nom, puisque je le connais. Riaboukine. C'est important parce que c'est un nom qui est aussi, entre guillemets, spectaculaire que difficile, parce qu'il est à mémoriser. Donc, je pense que beaucoup de gens, à cause de cela, ne savent pas qui je suis. Donc j'appuie là-dessus dès que ça commence, parce que c'est là où ça ferait mal si on était un petit peu susceptible. Je ne le suis pas, mais c'est là que ça commence. Parce que beaucoup de gens me disent « Ah, mais vous vous appelez comment ?» Et puis quand je dis mon nom, ils disent « Ah oui, ou alors « Oh, bon ». Mais bon, voilà. C'est le problème, entre guillemets, un problème. C'est le démarrage de toute carrière et tout ce rapport de notre carrière d'acteur à la société, quoi. Ça passe par le nom. Donc moi j'ai la chance d'avoir gardé mon nom, parce qu'il est beau, et en même temps il est difficile. J'ai travaillé avec Jean-Pierre Mocky, qui lui m'a tout de suite dit, j'avais un premier rôle avec lui, c'était grâce à Michel Serrault que je faisais ce rôle, parce qu'il lui avait dit prends-le. Je le dis parce que je suis très fier que Michel Serrault, évidemment, m'ait suggéré à Jean-Pierre. Et Jean-Pierre Mocky, dont ce n'est pas le nom, me disait vous allez changer de nom, monsieur Riaboukine. Et je dis non, pas du tout, je garde mon nom. Voilà. Et pour finir sur le nom, Antoine Vitesse, qui est mon maître de théâtre, qui était mon professeur au conservatoire, m'avait engagé et voulait absolument dans Hamlet. C'est la première saison à Chaillot, Hamlet intégrale, 5 heures. Hein, et il voulait que je m'appelle Sergueï Riaboukine. Et je dis non, moi je ne peux pas m'appeler Sergueï Riaboukine. Je ne parle pas russe, donc c'est Serge Riaboukine. Voilà, bon, ça c'est pour le nom. Vous pouvez me présenter, j'en ai fait pas mal. Alors après, qu'est-ce qui m'a amené au théâtre ? Je pense que ce qui m'a amené au théâtre, c'est la mauvaise éducation, dans le sens où le système des écoles, le système, je ne sais plus quel est le nom, le système éducatif français, en tout cas peut-être mondial, j'en sais rien, français en tout cas, est totalement inadéquate pour faire que amener les gens à révéler leur talent. S'ils ne passent pas par un tuyau qui est celui qu'ils ont décidé de construire et d'utiliser. Donc, vu que je ne rentrais dans aucun tuyau, je n'en avais qu'un seul qu'on ne m'a pas tendu, c'était celui de la comédie. Et je l'ai pris. Et grâce à ce tuyau-là, qui était finalement plus anarchique ou parallèle, je me suis rendu compte que j'avais tous les talents. J'aurais pu, si j'avais une bonne éducation, enfin si j'avais eu des professeurs suffisamment éveillés, j'aurais pu plutôt me diriger vers quelque chose de différent, comme l'écriture, les mathématiques, la physique, beaucoup de choses. Mais comme j'avais une dyslexie, ça me faisait un frein entre l'éducation et moi qui part du fait que ça fait mauvais élève, quoi, le type qui fait des pâtés sur sa feuille ou qui répond à l'envers. À l'époque, la dyslexie, ça n'existait pas. On ne savait pas ce que c'était. Enfin, en tout cas, on n'en parlait pas hein, dans les écoles où je suis allé. Donc, c'était plutôt un cancre. Et grâce au théâtre et au cinéma, puisque j'étais spectateur avant d'être acteur, puisque je suis acteur et non pas comédien, parce que comédien, c'est péjoratif. Pour moi, hein, j'aime beaucoup les comédiens, mais je ne suis pas comédien. Et pourquoi je ne suis pas comédien ? Parce que comédien, c'est le théâtre, que j'adore, hein, mais ce n'est pas le cinéma. Et comme j'ai voulu faire ce métier pour faire du cinéma, essentiellement au départ, c'est ce qui m'a fait faire mes études. Donc mes études que je n'ai pas faites dans l'éducation nationale, je les ai faites au conservatoire. Et d'ailleurs, ma grande fierté est d'avoir découvert que c'est niveau bac 3 ou 4, je ne sais pas, d'avoir fait le conservatoire. Alors là, je suis très content d'avoir appris ça, mais un peu tardivement, c'est con. Donc, avec cette éducation-là de théâtre, j'ai trouvé de la liberté, quoi. Alors, qu'est-ce qui m'y a amené ? Tout simplement, c'est que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, de faire des pitreries, de faire rire les autres, donc c'est parti de là. Donc c'est en faisant le couillon que d'un coup j'ai eu
comme une révélation, hein, mais d'une façon comme Bernadette Soubirous. Hein, j'ai vu une lumière qui m'a dit tu seras comédien. D'un coup, dans la cour de l'école, à l'âge de, je sais pas, 12 ans, 10 ans. Et donc de faire le clown, le couillon. Et puis finalement, perverti par le cinéma, j'ai voulu aussi faire l'acteur de cinéma. C'est ce qui a pris le pas sur le couillon pendant pas mal de temps. Donc du coup, je suis passé plus clown blanc qu'Auguste. Alors que en fait, je suis plutôt un Auguste, un type maladroit. Enfin, c'est ce que j'aime jouer, je veux dire, le type qui va faire rire parce qu'il est en autodérision. Alors bon, donc, je finis finalement par faire des méchants drôles. C'est la bonne solution, mais c'est pas la finalité. Je pense qu'il va falloir un jour que je puisse être vraiment un Auguste, quoi. Ça me ferait du bien. Et ça ferait du bien aussi à ceux qui me regardent, parce que je pense que c'est là-dedans que je suis le mieux. Mais bon, c'est compliqué, c'est ça qui est intéressant, c'est la dualité. Donc en gros, j'ai commencé par faire du théâtre pour faire du cinéma, parce qu'il n'y a pas d'école de cinéma, ça n'existe pas. On n'apprend pas à un acteur à faire du cinéma, ça n'existe pas. Il y a de temps en temps des stages et des interactions entre les deux écoles, de l'image et de la comédie, mais c'est très étrange. On n'apprend pas aux acteurs à se comporter sur un plateau et devant une caméra. C'est très étrange, alors que c'est quand même capital, c'est très important. Moi, j'ai appris à être acteur au cinéma en allant à la FEMIS, à l'époque l'IDEC. Gratuitement, je faisais des courts-métrages pour faire mes écoles après être sorti du conservatoire, parce que j'ai appris à me comporter sur une scène, mais pas devant une caméra. Et j'étais tétanisé devant une caméra, alors que maintenant, on a l'impression que je suis né devant. Enfin, ça ne m'impressionne pas du tout qu'il y ait des caméras autour de moi, alors que j'ai mis un temps fou. J'étais totalement stressé devant une caméra. Et là, on peut conclure par le fait que, eh bien, je suis très content de vous raconter tout ça, parce que forcément, je ne l'ai pas forcément formulé au fond de moi aussi clairement. Hein. Et je vais vous parler là maintenant, dans la mesure de mes possibilités, de mon expérience, de ce que c'est qu'être un acteur au quotidien, entre guillemets, puisqu'on n'est pas au quotidien sur un plateau, puisqu'on est par intermittence sur un plateau. Donc, quand on est jeune comédien de théâtre et qu'on débarque au cinéma, on n'a pas les armes pour se défendre. Et donc, on apprend sur le tas. Comme d'ailleurs des acteurs qu'on a pris dans la rue, parce qu'on les a pris, puis ils sont d'autant mieux que nous autres qui venons du théâtre, parce que quoi, on a une formation, tout, donc on se met une difficulté qui n'a pas raison d'être, que se mettra pas le type inconnu, enfin disons qui n'avait pas prévu de le faire. Alors ce qui est difficile au cinéma et que les gens ne connaissent pas et ne comprennent pas, parce que bon, c'est pas évident, on s'imagine tellement de choses. Moi-même j'ai imaginé des choses qui sont totalement fausses quand je regardais les films. Le cinéma, c'est une preuve de patience, donc pour le comédien. Un chef-op ou un machiniste, un éclairagiste, il ne va pas avoir le temps passé parce qu'il a beaucoup de travail physique immédiat. Nous, ça ne veut pas dire qu'on ne fout rien, mais ça veut dire qu'il faut être bon au moment où nous le demande. Même très bon, parce que quand même, si on fait ça, c'est pour être très bon. Cette école de la patience, elle n'est pas gagnée d'avance, hein, parce qu'il y a plein de gens qui reviennent de là en disant bon, « je ne ferai plus de cinéma, je me fais chier ». Il y a deux raisons pour ça. C'est soit ils avaient des rôles inintéressants, soit il faut creuser, quoi. C'est pas évident. Moi, j'ai eu le plus grand moment de solitude peut-être de ma vie. Ça a été une fois sur un vélo en plein milieu de la campagne où j'avais acheté une maison, je me faisais chier, je dis qu'est-ce que je fous là, et sur un plateau en me disant qu'est-ce que je suis en train de perdre ma vie à attendre de tourner, mais je fais rien. Je suis revenu là-dessus, je n'ai plus du tout l'impression de perdre ma vie quand j'attends, parce que avec l'expérience, je sais qu'au bout, il y a un film, et que ce film, c'est une action qui est très importante. Même si le film n'est pas vu, ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'action. Et l'action, même si elle dure 3 minutes dans la journée, ce qui est évidemment plus, hein, parce qu'il ne faut pas non plus mythifier les choses. Hein. On tourne je ne sais pas combien de minutes utiles, de plus en plus, à cause des événements
mondiaux et surtout européens, d'économie, qui fait que finalement, ce qu'on faisait en 18 jours, on le fait en 9. Mais quand même, voilà, c'est ces minutes utiles qui seront gardées et valait la peine qu'on les attende. Et c'est là où donc intervient le travail de l'acteur. C'est que quand on dit action, il faut qu'il soit là. Donc, et éveillé, parce que si tu as attendu 4 heures, tu t'es endormi parce que c'était tôt le matin, et que tu t'endors et on va dire, oh, disons, ils sont sympas les mecs, ils se plaignent de faire ce métier et ils dorment. Ouais, mais quand on connaît bien la machine, on se dit, bon, là, j'ai compris, je vais en avoir pour 4 heures. Si je ne me prends pas mon énergie là, parce qu'ils m'ont fait lever plus qu'à l'aube, alors que j'ai fini très tard, je vais prendre mon énergie, je la prends là. Donc, quand on vient vous secouer en disant, dis donc, c'est souvent des jeunes gens qui n'ont pas une grande habitude du cinéma, qui sont les troisièmes assistants, qui sont les porte-talkie-walkie et qui sont là pour dire, allez, on vous attend. Si cela vous brusque, ça se passe très très mal, parce que c'est pas possible. On ne peut pas brusquer un acteur avant de rentrer sur scène. Il faut savoir le faire. Et c'est, pour moi, ça a été la source de beaucoup de conflits sur des tournages. Et j'ai mis du temps à comprendre que le type, il n'est pas au courant, que c'est moi, j'étais dans mon truc d'acteur égocentrique en disant, il a qu'à savoir, mais non, il ne peut pas savoir. Donc, il faut jouer avec ça, il faut l'éduquer, le type. Si c'est le cas, parce qu'il y en a aussi des délicieux qui ont compris qu'il faille pas 1 minute pour aller sur le plateau, mais 10 minutes. Parce que c'est un sas pour rentrer dans l'énergie du plateau. Alors après, quand on est sur le plateau, évidemment, on enchaîne tout, il n'y a pas de souci. Mais quand on a une coupure comme ça, il y a une nécessité à replonger dedans. Alors au même titre que souvent on dit à la caméra, bon le point on l'a raté, on l'a refait. Pareillement pour les acteurs, on va dire, on l'a refait, mais on va moins être indulgent, alors que quand même, merde, on n'est surtout pas des machines. Et même les machines, elles recommencent. Alors pourquoi nous, on n'aurait pas ce privilège? Donc des fois, il faut se battre contre ça aussi. Il y a aussi un écueil dans lequel tombent beaucoup d'équipes de cinéma. C'est quand on tourne une comédie, on fait silence, parce que les acteurs font beaucoup de bruit. Mais parce qu'en dehors de tourner, ils se maintiennent dans une énergie de comédie. Et ça, il y a des gens qui ne comprennent pas, et c'est quand même malheureux, quoi. Parce que s'il y a du silence à faire, c'est tout autour, mais s'il y en a qui doivent bien faire du bruit, c'est les comédiens. Et je me rappellerai toujours cette anecdote qui va conclure ça, avant de parler du reste. C'est une fois où un metteur en scène m'a dit tiens, viens là, avant d'aller au repas, monte dans ma voiture. Et j'étais un jeune comédien. Et il me dit t'arrêtes de faire rire tes copains. Hein. La caméra était sur moi et eux, ils étaient off et ils riaient. C'est qui est le fautif? C'est le mec qui est drôle ou les copains qui sont pas capables de... Je dis pas je leur remets pas la faute, ça m'encourageait, je les faisais rire, j'étais trop content. D'autant qu'il y avait Marie Trintignant dans ce off. Donc c'est dingue, quoi. Il y a des fois des choses qu'on ne peut pas forcément appréhender si on n'est pas comédien. Hein. Ça, on ne peut pas le deviner. Mais ça tombe un peu sous le sens quand même, quoi. Ça me semble un peu évident qu'on a besoin d'une énergie pour faire de la comédie. Le metteur en scène, c'est un drôle de bonhomme parce qu'évidemment, lui, il met 2, 3, voire 5 ans à faire un film. Nous, on met rien du tout. Maintenant que, comme je le disais précédemment, plus les budgets sont courts, plus les temps sont courts de tournage. Donc, on peut faire 5 films dans l'année, 6, sinon plus. Ça ne veut pas dire qu'on a moins, évidemment, d'investissement sur son travail, mais on a plus de chances on a plus de façons de rebondir. Eux, ils jouent leur vie. Hein. Un mauvais film et hop, ils en font plus. Donc c'est délicat pour eux, c'est pas évident. Mais parfois ils sont trop attachés à ce qui est écrit. Parce qu'ils sont les mieux placés pour savoir que l'écriture, c'est pas une finalité, c'est des directions qu'on indique pour arriver à un travail commun qu'il doit, lui, chapeauter. Alors, il fait des concessions déjà pour les chaînes et pour les productions. Et quand il arrive après à la phase acteur, je pense qu'il doit en avoir des fois par-dessus la tête. Je le comprends très bien. Donc moi, jamais
je ne remets en cause grand-chose. Je ne discute jamais, je ne dis pas oh, on devrait le dire comme ci, on devrait le dire comme ça, parce que j'ai une grande confiance sur le moment, l'instant où on le fait. Quand on le fait, c'est là que tout se décide. À l'avance, je ne suis pas scénariste. À ce moment-là, moi je veux bien être scénariste, mais de mon film, mais pas du film d'un autre. Je suis comédien dans le film d'un autre, donc je ne décide pas de ce que je vais dire ou pas. Je vais le faire, le suggérer sur le moment, sur le plateau. Alors il y en a à qui ça convient et d'autres pas. Ceux qui sont plus souples et puis ceux qui sont rigides. Alors quand ils sont rigides, c'est délicat parce que c'est dommage. On peut apporter vraiment un grand plus en métamorphosant juste deux petites choses, mais ils ont une impression de violation alors que ce n'est pas le cas, mais bon, c'est comme ça. Et des fois, il y a les réalisateurs auteurs et les réalisateurs tout court. Alors ceux-là, des fois, ils ont un rapport, c'est plus ça la télé d'ailleurs, au texte qui est bizarre. Des fois, ils sont très respectueux d'un texte qui n'est pas le leur, c'est assez curieux. Moi, je ne dis pas qu'il faut changer le texte du tout. Hein. J'essaye d'ailleurs de l'apprendre tel qu'il est écrit le plus possible parce que je me dis, ils ont quand même passé du temps dessus, il n'y a pas de raison. Comme j'ai choisi le projet au départ, je n'ai pas choisi de faire une merde forcément. De temps en temps, parce que j'ai besoin de manger, mais ce n'est pas des grosses bouses, c'est très rare. J'ai une chance pour ça. Ou alors j'ai une grande chance, c'est que j'ai un inconscient qui fait que je ne veux pas avoir que c'en est une. C'est peut-être ça aussi. Donc, la chose dont on peut parler, c'est des rapports entre les acteurs sur un plateau de cinéma pendant. Moi, je n'ai aucune envie d'être en concurrence avec un acteur ou une actrice, de façon en tout cas consciente, hein, parce qu'on se méfie de soi-même. Et j'ai toujours trouvé ça ridicule d'essayer d'être en concurrence. C'est-à-dire que c'est très prétentieux. Mais je n'ai aucune... je doute de moi parfois, mais j'ai aucun doute sur le fait que c'est pas parce que l'autre va être bon que je vais être mauvais ou vice-versa. Par contre, le contraire, ça peut arriver, mais... Donc j'ai tout intérêt à ce que mon partenaire soit bon, ou du moins à l'aise et content. Donc s'il est très brillant, moi je me régale, je suis très content. Pas par générosité, mais par intelligence. Enfin, ça me paraît normal. Je ne pense pas être généreux, mais plutôt... pas malin, mais presque. Donc, quand je vois ma partenaire excellente ou mon partenaire, je me frotte les mains, c'est super. Par contre, il y en a des fois, ils sont gênés par quelque chose qui est assez simple à comprendre. C'est qu'ils arrivent avec une idée faite de ce qu'ils voulaient faire et que ils n'entendent pas le mot final à chaque phrase pour pouvoir enchaîner. Au lieu d'être dans le moment de ce qui se construit en répétition comme ça, même si c'est effleuré, parce que des fois on ne répète pas du tout au cinéma. En amont, on répète juste quelques minutes devant la caméra. Et moi, je suis un peu perturbant pour ça, parce que j'aime bien avoir l'impression que j'ai jamais rien appris et que je ne sais rien. Donc j'arrive sans rien savoir. Je ne sais pas le texte et je ne sais pas ce que je dois faire, en exagérant, hein, pour que surgisse l'évidence de la situation, de façon totalement pas cérébrale. Donc c'est assez perturbant pour le partenaire. Et comme ça, puis hop, dès qu'on fait, on tourne, action, ça s'inscrit. Donc c'est pas évident, hein, ça doit pas être évident toujours. Je dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais ça peut arriver. Et alors donc, on sent des fois des acteurs, ils ont envie de vous dire pas ce qu'il faut faire, mais ce qu'ils aimeraient qu'on fasse pour eux. Et ça je supporte pas. Alors ça veut pas dire que je deviens méchant avec ou je le repousse pas, hein, mais c'est dommage. Je dis c'est dommage, on passe à côté de quelque chose. Et avec l'âge et avec le temps, je me dis, je suis beaucoup plus serein avec ça. Je dis, bon, c'est normal, il n'est pas à l'aise, il a besoin d'avoir des rails. Alors j'essaye de le rassurer dans ma façon de faire, hein, parce que je ne vais pas lui prendre la main et le rassurer, parce que là, ça serait désagréable pour lui, et puis ça serait prétentieux de ma part. Donc voilà, alors ce rapport-là, moi j'ai de la chance, franchement, de ne pas avoir eu trop de conflits, rarement. J'en ai eu avec des acteurs bizarrement connus, et qui avaient les premiers rôles et qui prenaient toute la place, de par le fait.
et qui avaient encore besoin d'en prendre quand ils étaient avec moi. Alors ça, par contre, ça m'énervait vraiment sérieusement. Parce que je trouve ça vraiment trop con. Alors il y a une chose qu'il faut souligner, c'est que on ne parle entre cachet et profession d'acteur, on ne peut pas mettre cachet égale talent. C'est pas possible. Sinon, les productions auraient beaucoup d'argent en moins. On se trompe beaucoup là-dessus. Bon, pourquoi ? Parce qu'on croit que certains acteurs amènent de l'argent et du public, ce qui est un leurre total. Je veux bien qu'on me le prouve par A plus B, mais je n'y crois pas une seconde. Le public est loin d'être aussi ignare que cela. C'est-à-dire le public est un critique tout à fait louable. Et il y a une image... Il faut partir du principe que le cinéma, c'est comme la lune, hein, ça reflète le soleil. C'est pas la vérité. Et il y a plein de gens qui font ce métier qui sont à côté de la vérité parce qu'ils vouent leur vie à un mirage. Et ils se plantent dans leur carrière à cause de ça. Je parle des producteurs, je parle de ces gens-là. Et ils sont là, ils se plaignent, mais ils ne prennent aucun risque. Ils ne prennent aucun risque dans la mesure où ils ne vont que dans le sentier battu. C'est-à-dire que quand quelqu'un va parler d'un acteur et tout le monde va s'y mettre, tout le monde va s'engouffrer, on va se foutre derrière, puis on va finir par se convaincre qu'il est bon, alors qu'il ne l'est pas, qu'il est pas plus mauvais qu'un autre, mais il y a un moment, c'est déséquilibré. Alors, on va parler des cachets. Ces gens-là, ils prennent des cachets énormes et ils baissent l'économie du film dans le sens où ils baissent tous les cachets des autres. Moi, j'ai fait un film où j'ai une amie qui travaille comme peintre dans les décors. Elle était en dessous du SMIC, alors que la star en question, dans le film français, on avait vu son cachet sur ce film-là, c'était astronomique, phénoménal. On se dit là, il y a une connerie inacceptable. C'est pas possible, c'est ridicule, ça veut rien dire. Ça veut pas dire qu'on peut pas, en tant que star, toucher beaucoup d'argent, parce que si je fais ce métier, c'était aussi pour ça, pas que pour faire rire les gens, c'était pour aussi avoir une belle baraque et une belle voiture. Donc forcément, je suis intéressé à toucher beaucoup d'argent en faisant mon métier. Mais il y a une limite quand même, il y a une limite qui est indécente et ridicule, ça veut rien dire. Donc moi, en ce qui me concerne, et c'est pas du tout par animosité que je parle comme ça, parce que moi, mes cachets sont passés en dessous, à, on va dire, presque 3 fois moins. Je gagne 3 fois moins. Alors on me dit, vous avez une filmo impressionnante, 150 films, je crois, je ne les ai pas comptés. Mais plus l'économie se rétrécit, plus je fais de films, donc plus que ma carrière est importante. Alors, est-ce que j'ai de quoi m'enorgueillir ? Pas du tout, c'est triste. C'est triste parce que j'aimerais aligner les faits d'armes avec des médailles. Même si c'est un combat très doux. En tout cas, moi, mon économie est absolument différente. Et quand je dis moi, c'est bien évidemment pas moi seul, tout le monde. C'est tout le monde. Je pense que même les gars qui touchent des millions, ils se plaignent parce qu'ils en touchent moins des millions. Ils en touchent toujours, mais moins. Ils sont touchés tout autant. Mais ça fait que c'est toujours le même rapport du mec qui en prend et les autres, on leur donne les miettes. L'acteur qui gagne des millions peut aussi manquer singulièrement de cachet. Et l'acteur qui a un trou n'est pas forcément pénétré par son personnage. Qu'est-ce que je fais quand je ne tourne pas ou quand je ne joue pas au théâtre ? C'est de l'alchimie, entre guillemets, parce que finalement, ça peut être pitoyable vu de l'extérieur, mais même peut-être de l'intérieur. J'ai une propension à faire l'éponge sur ce que je vois, ce que j'entends, sans m'en rendre compte. Hein, avec le temps, je me rends compte, mais j'observe, j'écoute, je lis plus trop, malheureusement. Je lis, mais je lis plus des romans. Avant, je lisais plein de choses à la fois, 9 bouquins en même temps, qui étaient de la poésie, du roman et des essais, des vulgarisations scientifiques et des techniques d'acteurs, tout ça. J'ai arrêté de lire tout pour m'inspirer de ce que je vois dans la vie, dans ma vie, en me faisant confiance, en me disant, je n'ai plus besoin.
c'est prétentieux, du regard des autres pour interpréter la vie, puisque c'est la mienne. Donc, je suis très dans l'observation, et qui peut être aussi passive, hein, forcément, d'une tablette numérique, où on a un regard sur le monde qui nous donne l'impression d'être vaste, mais qui est toujours aussi canalisé que le reste, hein, parce que, mine de rien, c'est assez réduit. Même si c'est vaste, il n'y a pas l'ouverture qu'on pense qu'il y a, je pense, à travers cette communication qui est Internet. Parce qu'on passe par des tuyaux qui sont imposés, donc il n'y a pas du tout... on ne peut pas avoir une réponse mondiale à une question, on a une réponse de gens qui sont dans un réseau. Donc malgré ce leurre-là, je regarde à travers ce tuyau et je m'en inspire ou je m'en instruis, je m'en révolte. Et puis après, quand j'ai l'occasion d'avoir un personnage, je retrouve la nourriture de cette révolte que j'ai eue et que je peux exprimer, ou cette peine, ou cette joie. Donc il y a ça, mais ça ne donne pas ce qu'est le quotidien vraiment. Moi, le quotidien, ça va être quoi ? Je vais d'un coup, si je ne travaille pas pendant longtemps, faire la bouffe, la cuisine, pour que les gens m'applaudissent à la fin du repas, quoi. Donc ils ont de la chance, ceux qui sont à ma table, quand je ne travaille pas, parce que forcément, je suis en manque d'applaudissements. Alors je fais tout pour que ce soit bon. Quand je bosse, par contre, il n'y a pas intérêt à passer. Alors, autrement, qu'est-ce que je fais ? Pour m'occuper, je peux peindre ou faire de la musique, écrire. J'écris, mais pas assez. J'aimerais écrire des romans, j'aimerais écrire des scénarios surtout. Ça fait des années que je rêve d'écrire un film et de le réaliser, et d'en écrire d'autres. Et je pense que c'est la confiance qui me manque, parce qu'il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. À part ça, je ne me l'explique pas. Et ce qui est très étrange dans nos métiers, c'est dans tous les métiers pareils, c'est quand on a des projets, on est mythomane, et quand on les réalise, on est un héros. Et moi, j'ai fâcheuse tendance à me prendre pour un mythomane au niveau de l'écriture du scénario, depuis le temps que j'en parle. Alors il est temps que je sorte de ma mythomanie. Et autre chose, qu'est-ce que je fais ? Je m'occupe de ma fille, qui est un trésor, et que j'ai la chance d'avoir très souvent. Je vis avec elle, on vit ensemble sans la maman, donc je suis un papa qui apprend énormément de choses sur la vie grâce à ça. Ma vie a totalement changé. C'est-à-dire que les cachets dont je parlais tout à l'heure, ils peuvent baisser. Ça me fait chier parce que je pourrais peut-être pas laisser un énorme héritage, entre guillemets, à ma fille, mais je m'en fous, ma fille est là, donc on peut me baisser mes cachets. C'est pas grave. Par contre, l'écriture, comme forcément il y a des temps longs entre des films, je suis passé à l'écriture d'un bouquin. J'ai écrit un bouquin, mais qui est des aphorismes et pensées. Ça a cette prétention-là de aphorismes et pensées. C'est Nietzsche qui m'a amené à vouloir faire ça. Parce que quand je lisais Nietzsche, Le Gai Savoir, je crois, ou par Zarathustra, il y a toujours un paragraphe où il y a des aphorismes qui sont cinglants et où en une phrase on peut dire tellement de choses. Et c'est ce que j'ai fait là dans mon bouquin, même si j'en dis pas autant que ça. En tout cas, je m'exprime avec bonheur à travers des couillonnades, parce que ce sont des mots d'esprit, pour pas dire des jeux de mots, parce que c'est comme l'imitation. Un imitateur, c'est l'imitatif. Il faut évoquer. Et là, c'est pareil. Je veux faire des images en mettant des mots d'esprit, mais pas des jeux de mots. Un petit dernier pour la route. Alors. Un petit dernier pour la route, ce qui est génial, c'est que j'en ai tellement, parce que je me dis lequel je vais pouvoir vous donner qui soit le meilleur. Mais alors en fait, il faut être tout simple. C'est que Adam, c'était le premier homme.